Je souhaite vous interroger sur l'angle des mesures de compensation écologique. En effet, la dimension néocoloniale de ces congrès de la nature est régulièrement dénoncée. Lors d'un contre-sommet organisé en 2021 par l'ONG Survival International, un représentant d'un peuple autochtone au Kenya dénonçait qu'en 2009 puis en 2017, le gouvernement a reçu des fonds de la Banque mondiale et de l'Union européenne pour soi-disant renforcer la protection de la forêt dans laquelle ce peuple vit depuis des siècles. Des milliers de personnes ont alors été forcées de quitter leurs terres. Les fonds de conservation ont servi à expulser des gens et à les priver de leurs moyens de subsistance. Il y a d'autres exemples dans ce sens en République du Congo ou en Inde. Par ailleurs, Guillaume Blanc, historien de l'environnement, ayant notamment travaillé sur le colonialisme vert, explique qu'au XIXe siècle, à l'époque coloniale et industrielle, certains Occidentaux se sont rendus compte qu'on détruisait peu à peu la nature. Mais plutôt que de remettre en cause le modèle économique à l'origine du désastre, ils ont préféré limiter les dégâts en plaçant certaines zones de nature dans des enclos. C'est horrible à dire, mais on a créé des réserves et on continue à le faire pour s'exonérer des destructions que l'on cause ailleurs. Donc ma question est la suivante. L'UICN affirme promouvoir une gouvernance plus inclusive et reconnaître les droits des peuples autochtones. Pourtant, elle continue à promouvoir des mesures de compensation écologique qui se font essentiellement par les entreprises capitalistes à destination des pays d'Afrique et qui perpétuent le productivisme et la dégradation des espaces. Dans ce cadre, la prise en compte des savoirs autochtones en 2025 n'est-elle pas qu'une simple mesure d'affichage? Je vous remercie. Donc effectivement, c'est une controverse dont on est au courant sur le colonialisme vert. Pardon. Effectivement, le constat, c'est que sur l'histoire de la conservation de la nature, il y a eu des projets, des créations de réserves naturelles qui ont pu se faire au détriment de peuples autochtones ou de communautés locales. Ça c'est la réalité. L'autre réalité, c'est que l'UICN n'a jamais promu ce genre de modèle, ni été impliqué dans ce genre d'action. Au contraire, notre organisation internationale a très tôt agi et pris, dès les années 70, et plaidé pour une meilleure intégration des peuples autochtones et des communautés locales. D'ailleurs, je citais tout à l'heure le fait qu'il y a une nouvelle catégorie de membres qui a été ouverte aux collectivités locales, et précédemment, il y a une nouvelle catégorie de membres qui a été ouverte pour les organisations de peuples autochtones. Donc nous travaillons étroitement sur cette question et nous sommes pour une gouvernance inclusive. Au comité français de l'UICN, nous menons depuis plus de 20 ans des projets de soutien et de renforcement à la société civile, particulièrement en Afrique francophone, pour justement aider les acteurs locaux, structurer leurs projets pour qu'ils gagnent en efficacité, qu'ils soient aussi reconnus comme des véritables interlocuteurs dans la discussion des politiques publiques environnementales de leur territoire. Nous concilions à la fois des actions de conservation de la nature avec des actions de développement local par de la petite agriculture, de l'apiculture, de l'élevage. Donc nous avons une vision très intégrative des enjeux de conservation et de développement local. Et cette vision est également partagée et promue par notre organisation au niveau mondial. Il y a eu des évolutions récentes aussi au niveau de la Convention sur la diversité biologique, donc qui plaide aussi régulièrement pour une meilleure reconnaissance et une meilleure implication des peuples autochtones et des communautés locales dans les décisions de conservation de la nature au niveau international.